Hommage aux victimes de la Révolution de mars 1991. Hier, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a déposé une gerbe de fleurs au pied du monument dédié aux martyrs. Le reportage à suivre dans un instant. C'est l'une des nuits les plus importantes de la religion musulmane et elle se trouve dans les 10 derniers jours du mois béni de Ramadan. Laylatul Qadr ou la nuit du destin a été officiellement célébrée la nuit dernière. Les mérites de cette nuit sont à suivre avec Najim Baba Sissé de notre station régionale ORTM Tombouctou. Jeudi 27 mars, Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h. Hier 26 mars, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a déposé une gerbe de fleurs au pied du monument dédié aux martyrs en hommage aux victimes de la Révolution pour l'avènement de la démocratie. La cérémonie commémorative avec Garibou Pérou, Adama Kamara et Tayeb Adiaouyakoui. Matinée calme et solennelle, la ville est baignée par la lumière et enveloppée par le silence. Au cœur de cette tranquillité arrive le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition. Aussitôt les pieds à terre, le président Goïta est accueilli par le Premier ministre, le président du Conseil national de transition, les autorités administratives et communales et le président de l'Association pour la défense des victimes de la répression de mars 1991. Les visages sont chargés de respect pour ceux qui ont sacrifié leur vie pour la liberté et la dignité de la nation malienne. Le regard porté sur le monument des martyrs, le président Goïta s'arrête un instant. C'est le salut au drapeau et l'exécution de l'hymne national. Le chef suprême des armées passe en revue les troupes rendant les honneurs militaires. L'ensemble placé sous le commandement du capitaine Sagam Rassoua, commandant des troupes, la devoir. Observant la femme en pleurs face au corps de son enfant, le président de la transition se penche alors pour saisir une gerbe de fleurs. Soigneusement arrangées, ces fleurs symbolisent la pureté de la mémoire, le sang versé aussi la paix et la réconciliation. Avec une lenteur mesurée, le président Goïta s'avance jusqu'au pied de la femme éprouvée. Les membres du gouvernement et les invités présents s'immobilisent et chacun est absorbé dans ses pensées. Une courte salve militaire résonne et le président Goïta vient d'accomplir un devoir de mémoire. Je voudrais d'abord m'incliner devant la mémoire de toutes les victimes des événements de mars 1991. Cette journée marque l'aboutissement de la lutte héroïque menée par le peuple malien pour instaurer le changement. Et si le souvenir des événements tragiques demeure toujours dans la conscience collective, il en va de même pour l'aspiration du peuple malien à vivre dans un pays pacifié, réconcilié et surtout bénéficiant d'une stabilité sociopolitique, économique et institutionnelle. Vivre dans un pays en paix, cet hommage est également un acte de communion nationale, une façon de dire que le sacrifice des héros ne serait jamais oublié. La nation restera unie pour faire face aux défis du moment. Au-delà de la symbolique de cette tradition bien établie, un profond devoir de mémoire et de communion afin de saisir les défis actuels auxquels notre pays est confronté. Et comme vous l'avez si bien dit, après plus de 3 décennies, notre pays fait face à des turbulences politiques et institutionnelles. Et un certain nombre de questions méritent d'être posées, à savoir qu'est-ce qui n'a pas marché et quel modèle de gouvernance devons-nous adopter pour garantir la sécurité, la paix et le développement pour notre pays. Afin de trouver des solutions durables aux préoccupations légitimes de nos populations, les autorités de la transition ont initié plusieurs actions, notamment les assises nationales de la refondation, à partir desquelles le peuple malien s'est exprimé à travers 517 recommandations
dont la réforme majeure demeure toujours la promulgation de la nouvelle constitution. Aussi, il y a eu le dialogue intermalien avec à peu près 300 recommandations et dont l'état final recherché est la mise à disposition de la charte pour la paix et la réconciliation. Et je suis convaincu que la mise en œuvre de ces recommandations pertinentes permettra à notre pays de répondre aux aspirations profondes de nos populations. Plus loin, certains murmurent des prières envers ceux qui ont accepté le sacrifice. Le président Goïta salue les corps constitués et regagne le véhicule. Le cortège prend le chemin du retour tandis que le monument des martyrs est encore là. Immobile, il porte pour l'éternité les souvenirs du peuple fier de son histoire. Ces mérites équivalent à ceux de 1000 mois de Ramadan, car c'est ce jour-là que l'archange Gabriel a révélé le Saint-Coran au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Laylatul Qadr, ou la nuit du destin, intervient dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Hier soir, la communauté musulmane a fait des prières surérogatoires, des louanges et des bénédictions. Nous y reviendrons dans le 20h, mais avant, je vous propose de suivre ce reportage de notre correspondant à Tombouctou, Najim Baba Sissé, sur les mérites de cette nuit. Laylatul Qadr, ou nuit du destin, est l'une des nuits les plus importantes et les plus sacrées du calendrier islamique. À Tombouctou, les fidèles accordent beaucoup d'attention à cette nuit car elle marque des grandes révélations dans la religion musulmane. C'est une nuit que Dieu a choisie pour faire venir le Saint-Coran qui dépasse tous les livres islamiques. Ce Saint-Coran est jusque-là la dernière révélation en matière de la parole de Dieu et rien ne peut le remplacer. C'est une nuit formidable. C'est une nuit qu'un musulman ne doit manquer dans sa vie. Parce que Dieu a dit Laylatul Qadri khayrun min alf shahr. C'est une nuit dont une adoration pendant cette nuit vaut mieux qu'une adoration pendant 1000 mois. Qui doivent coïncider à peu près 83 ans et demi. Selon les religieux, Laylatul Qadr se situe dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan et chaque musulman doit multiplier les prières surérogatoires, faire des bénédictions, car les destins y sont scellés. Laylatul Qadr parce que c'est une nuit où Dieu prédestine pour chaque être humain les événements, les chances, la vie, la mort, la richesse, la pauvreté, entre autres. Allah le Tout-Puissant fait vivre la famille du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, durant ces 10 derniers jours, rien que pour les bénir pour l'unique nuit de Laylatul Qadr. Chaque nuit, le prophète réveille sa famille pour qu'elle prie et adore Dieu. Quant au mérite de cette nuit, les fidèles musulmans sont unanimes qu'ils sont infinis. Si tu arrives à adorer Dieu et faire des louanges cette nuit, les bienfaits, les asnat dépassent ces 1000 mois d'adoration. C'est une nuit où Dieu fera descendre les anges pour s'approcher des fidèles musulmans qui sont en train de prier, qui sont en train de lire le Coran, qui sont en train de faire des bénédictions. Donc c'est une nuit où les bénédictions sont exaucées. Donc nous demandons à toute la communauté musulmane du Mali, et précisément de Tombouctou, que tout le monde se prépare pour cette nuit. Les musulmans sont alors appelés à faire de cette nuit une exception afin de tirer profit, car elle n'arrive qu'une fois dans l'année, particulièrement dans les jours impairs des 10 derniers jours du mois de Ramadan, rassure les religieux. Sur la situation actuelle de nos compatriotes vivant en Mauritanie et des expulsés, le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine a animé hier un point de presse au centre d'information du gouvernement du Mali, Sigma. Le gouvernement regrette et dénonce les conditions dans lesquelles nos compatriotes ont été traités. Le point avec Abdul Karim Kaba. Des jeunes fatigués, des femmes déboussolées, des maris séparés de leurs épouses, telle est la situation des Maliens rapatriés de Mauritanie. Au nombre de 1844 expulsés depuis le 2 mars dernier, le gouvernement du Mali s'indigne des conditions. Le gouvernement du Mali, qui suit avec une attention particulière ces événements,
exprime son indignation, dénonce avec la dernière rigueur les traitements subis par ses ressortissants en Mauritanie. Le gouvernement du Mali regrette les conditions d'arrestation en violation flagrante des droits humains et des droits des migrants en particulier, invite les autorités mauritaniennes à la retenue et appelle à la cessation immédiate des violences à l'endroit des ressortissants maliens. Sur le plan diplomatique, les autorités de la transition mettent tout en œuvre en vue d'une diligence rapide de la situation. Sur le plan diplomatique, les échanges avec la partie mauritanienne se poursuivront pour préserver les liens historiques solides entre nos deux pays. Moi-même et mon collègue ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale sommes attendus très bientôt à Nouakchott pour approfondir les discussions avec les autorités mauritaniennes afin de garantir un meilleur suivi des conditions de séjour des ressortissants maliens. Nous allons tout mettre en œuvre pour que les pratiques en cours aujourd'hui, même si nous respectons les politiques intérieures de tout État, la gestion des migrants, la gestion des rapatriements est régie par un certain nombre de règles qu'il faut respecter. Moussa Ag Atayer a conclu en rassurant les Maliens. Il a aussi appelé au calme. Le gouvernement rassure les ressortissants maliens que les mesures entreprises dès le début des événements pour leur protection et accompagnement seront renforcées en vue d'apporter un soutien humanitaire à travers notamment une assistance matérielle et financière aux compatriotes en difficulté. Depuis le début de cette situation, le gouvernement a accompagné les Maliens refoulés de Mauritanie. D'ailleurs, ce mercredi matin, lors d'une mission à Caille, ces personnes ont été assistées afin qu'ils puissent rentrer chez soi. La Centrale démocratique des travailleurs du Mali, CDTM, de l'Institut national de prévoyance sociale INPS, a initié ce mardi une cérémonie de rupture collective de jeunes. C'était dans la cour de l'ancienne direction de l'INPS, une cérémonie qui a rassemblé les responsables et les agents de l'INPS ainsi que les représentants d'autres centrales syndicales. Nos reporters Dossé Babadjara et Gaussou H. Touré ont aussi rompu le jeûne avec reportage. Cette cérémonie de rupture collective des jeunes est un moment de convivialité, de partage et de vivre ensemble organisé à l'intention du personnel et des sympathisants de la Centrale démocratique des travailleurs du Mali de l'INPS. Et la CDTM a bien voulu intégrer ces activités pour commémorer cette solidarité qui a été souhaitée par les plus hautes autorités de l'État. C'est une première, effectivement. L'objectif, c'est d'amener la cohésion au sein de notre structure. Et c'est amener la solidarité. L'occasion a été mise à profit pour partager et échanger avec les responsables de certaines centrales syndicales, mais aussi avec les représentants de certaines régions du Mali. C'est une innovation, on ne peut que féliciter et encourager les autres syndicats aussi, dans les années à venir, à emprunter le pas. C'est une première dans l'Institut et nous saluons cette initiative. Cela nous permet de créer des liens de convivialité, de fraternité, déjà entre syndicats et surtout entre syndicats et les travailleurs et syndicats avec la direction. Le syndicat a voulu mettre la promotion de l'assurance volontaire au centre de ses activités, d'où le choix des thèmes de cette première édition, promotion et vulgarisation du régime de l'assurance volontaire. On ne s'y attendait pas. Donc la surprise est très grande pour nous. C'est génération après génération. Chacun posera son acte et s'en aller. Mais que ce soit des actes fondateurs. Au cours de la cérémonie, un sketch réalisé sur l'assurance volontaire a été présenté au public. Les participants ont ensuite formulé des bénédictions afin que l'assurance volontaire puisse être une réalité partout au Mali. La rupture du jeûne dans la famille Traoré à Douanzan pendant le mois de Ramadan est bien plus qu'un repas. Vous allez le voir, c'est un véritable moment de fête, de partage et de communion. Notre équipe de reportage a eu l'honneur de découvrir ce moment unique au sein de cette famille chaleureuse et unie. Reportage Al-Mouzer, Al-Kamisa Yatara et Salif Sangari.
À quelques minutes de l'heure de la rupture, l'excitation monte crescendo dans la maison d'Ousmane Traoré. L'odeur alléchante des plats en préparation envahit l'air et les enfants impatients se préparent à vivre ces moments tant attendus. Madame Nana Konaré, la matriarche de la famille, nous explique avec fierté ce que représente le Ramadan pour eux. Le Ramadan est un mois sacré. J'ai préparé le repas pour ma famille, au plaisir de mon époux et de mes enfants, parce qu'ils passent toute la journée à observer les jeûnes. C'est obligé de faire la cuisine afin de les rendre heureux. Le Ramadan, c'est une fois dans l'année. C'est un moment intense d'adoration et de dévotion envers Dieu. C'est un moment de persévérance, mais aussi de piété. Et c'est ce qui motive Madame Traoré, Nana Konaré. Le Ramadan, c'est une fois dans l'année. Il y a plein de bénédictions. Seul Dieu connaît le bonheur immense de ces mois. C'est normal que les femmes jouent leur rôle. Dans la famille Traoré, la rupture du jeûne est un moment de solidarité où chacun, petit et grand, joue un rôle important. Les enfants, bien qu'encore jeunes, participent activement aux préparatifs. Ousmane Traoré, fonctionnaire depuis 25 ans à Douanza, tout comme lui, beaucoup d'autres fonctionnaires viennent faire la rupture chez lui, comme par exemple ces natifs de Sikasso en service à Douanza. Pendant le mois de Carême, dans presque chaque carré de Sikasso, on voit ça. Arrivé aussi, on a vu le grand frère qui organisait ça aussi déjà, dont on s'est associé, les différents chefs de quartier, les chefs de famille du coin. Donc chaque carême, on commence à partir du premier jour même du carême jusqu'à la fin. L'heure de la prière arrive enfin. Et c'est dans une ambiance de recueillement et de sérénité que toute la famille s'y rassemble. On demande au bon Dieu de pacifier ce pays qui a trop souffert. On attend que la pacification du Mali, parce que tout dépend de la paix. Sans la paix, rien ne va. Le Ramadan chez les Traoré est bien plus qu'un simple rituel religieux. C'est une occasion de renforcer les liens familiaux, de partager des moments de convivialité et surtout de transmettre les valeurs essentielles de la piété, du respect et de l'unité. Voilà, et parmi les valeurs essentielles de la piété, nous avons la connaissance du Saint-Coran. Voici 58 jeunes qui viennent de remporter des prix composés de plusieurs natures. C'est à la suite de la 18e édition du concours coranique initié par la coordination régionale de l'ONG Direct Aid Mopti, un événement sanctionné par une rupture collective de jeunes. Reportage ORTM Mopti, Souleymane Sidibé et Souleymane Tissougué. Ils sont une cinquantaine de jeunes, dont 9 filles, à recevoir leur prix des mains des autorités administratives et politiques de la région de Mopti. Il s'agit des enfants qui viennent de prendre part à un concours de mémorisation du Saint-Coran initié par l'ONG Direct Aid. Un concours dont le premier prix, une moto Jakarta, a été remporté par Ali Mohamed Sissé. Je suis très content d'avoir remporté ce prix. Je sais que cela n'a pas été facile. Je remercie mes encadreurs et je dédie ce prix à mes parents. Ce concours a regroupé Mopti, Sikasso, San, Ségou, Bamako et Touba. Les jeunes étaient répartis en 4 catégories. Chaque catégorie a reçu le prix composé de moto Jakarta, d'ordinateurs, de téléviseurs et des basins. Ce concours a pour objectif de faire la promotion du Coran tout en se voulant un moment de prière pour la nation. D'où la satisfaction des autorités administratives et politiques de la région. Le livre dont il est question est un livre sacré pour les musulmans, un livre saint qui a été révélé à notre prophète bien-aimé, paix et salut sur lui, pour non seulement faire des prêches, mais aussi mettre l'accent sur la particularité de notre Créateur. Donc je ne peux que me réjouir par rapport à une telle session qui renforce non seulement la foi des enfants, mais aussi cultive en eux l'esprit de patriotisme. La cérémonie de remise des prix a été couplée à une rupture collective organisée pour la circonstance.
Les acteurs du développement des cercles de la région de Caille se sont rencontrés mardi 25 mars à la faveur de la première session ordinaire du comité régional d'orientation et de suivi des actions de développement CROCSAD, une session qui vise à faire le point du financement des projets de développement soumis par les collectivités auprès de l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales ANICT. On en sait plus avec Balkissa Sadibou Chérif Aïdara. Au total, ce sont 32 sous-projets qui ont été soumis à l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales de Caille pour un coût global d'environ 300 millions de francs CFA. 27 relèvent des ressources du budget national et les 5 autres des ressources financées par la KfW. La finalité est que ces projets soient approuvés. Une fois que ces projets sont approuvés, nous allons signer avec les maires concernés les soit des protocoles de suivi ou des conventions de financement afin de leur permettre de réaliser leur investissement. Les autorités administratives accordent une grande importance à cette session du CROCSAD. Cette session permettra la mise en synergie des actions de développement, l'analyse et l'appréciation de la gouvernance des collectivités selon le document cadre de politique de décentralisation, mais aussi de passer en revue les indicateurs des CPN, la présentation des projets d'investissement devant être soumis au financement du FNACT, la présentation de la situation, la mobilisation financière des collectivités et enfin, innovant, la présentation du plan d'action 2024 du Conseil régional de la jeunesse. Le directeur régional de l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales ANICT de Caille a par ailleurs invité les collectivités n'ayant pas soumis de dossier de financement de le faire dans les plus brefs délais pour une harmonisation dans le processus de financement des différents projets. Appui aux autorités en matière de lutte contre la corruption, le projet LUCEG, projet d'appui à la lutte contre la corruption pour et par l'égalité des genres, vient de boucler une formation dans ce sens, une formation en 2 volets qui a regroupé des agents de l'OCLEI, l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite, et des acteurs de la société civile. Elle a été possible grâce à l'École nationale d'administration publique du Québec. Tchemoro Konati. Synergie d'action contre les pratiques corruptibles au Mali. Le projet LUCEG, projet d'appui à la lutte contre la corruption pour et par l'égalité des genres, se manifeste une fois de plus à travers cette formation en 2 temps. D'abord, un premier volet axé sur la gestion des projets et marchés publics, puis un second se rapportant au PFED. Entendez là, Programme international de formation en évaluation du développement. Le projet LUCEG, financé par le gouvernement du Canada, travaille avec ses partenaires pour améliorer leurs performances organisationnelles et leur permettre de mieux lutter contre la corruption en s'attaquant notamment aux pratiques corruptives et discriminatoires qui affectent les femmes, les filles et les groupes vulnérables. Cette formation découle des liens de partenariat entre le projet LUCEG et l'École nationale d'administration publique du Québec. Le premier volet a vu la participation de 30 personnes issues de la société civile et 21 agents de l'OCLEI, l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite. Parlant de la deuxième étape, elle a vu la présence de 49 personnes, dont 29 acteurs de la société civile. Ces sessions de renforcement des capacités s'inscrivent dans une dynamique de LUCEG qui vise à outiller les OSC partenaires afin de les renforcer dans leur capacité d'intervention en lien avec la lutte contre la corruption et infractions connexes. Les outils scientifiques et les compétences acquis lors des formations subventionnées nous seront d'une grande utilité pour notre évolution professionnelle et personnelle. Il est important de rappeler que la lutte contre la corruption est l'une des plus grandes priorités des hautes autorités du pays. Et ces connaissances, il s'agit de les mettre en œuvre pour que vous puissiez vraiment accompagner l'État et tous les acteurs dans la lutte contre la corruption. Pour rappel, ce renforcement des capacités est un appui à la mise en œuvre du projet LUCEG, fruit de l'accord de contribution signé avec l'ONG Affaires mondiales Canada. Voilà le projet LUCEG qui accompagne les autorités dans la lutte contre la corruption. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À 20h45, vous avez rendez-vous avec Mariam Kone pour l'édition de 20h. D'ici là, je vous souhaite de passer un bel après-midi avec nous.